En guise d'autoportrait, celui qui dit je, qui dit vous, qui vous interpelle, il n'a aucun nord à offrir, aucun sud à mettre à la place. Il crucifie des pronoms de hasard sur la rose des vents. Celui qui demande quel jour sommes-nous, vous lui dites c'est toujours, c'est jamais. Vous lui dites c'est le moment et vous frappez juste. Celui qui dit à l'odalisque celui qui me fait l'amour c'est moi. Celui qui te regarde, te veut, t'en veut, ti vuole bene. On veut tant et tant, te dévait, te défait, te défonce. Celui qui te regarde et prend ton nom en écharpe et avale tes parfums. Celui qui va et vient, chevauchant les marées, enfourche la balance lunatique, guette et craint et monstrueux, vole ton linge sec qui claque au bourrasque de juillet. Celui qui momie, dédale, Icare, nage comme poisson dans les laves, se faufile dans les piles ou faces du calendrier, est tellement là qu'il sait sans doute nulle part. Celui qui brode, fignole dans l'incertain, prévoit le temps et ignore la tempête, trébuche sur la moindre pierre qui roule. Celui qui, sous l'amas de ses cravates, tout blanc, tout nu, aurait, au gré de l'anecdote, pu clamser à Clamcy, hôtel de la Poste, chambre 9. Celui qui dit « je » n'est jamais en français dans le texte. Voilà, ça c'était un extrait de L'envers de tous les endroits. Maintenant je vais vous lire quelques neuvains. Ma production poétique depuis 3 ans, ce n'est plus que des neuvains. J'en ai écrit quelques 300. C'est une forme qui me convient. Je ne sais plus m'exprimer autrement que dans cette forme. Donc quelques neuvains. Il ne faut pas attendre que l'écriture vienne parce qu'elle est toujours déjà là, prête à affleurer juste sous la surface, nerveuses syllabes qui vibrent comme des têtards. Laissez venir sans contrôler, sans filtrer. Le sublime et le trivial auront leur part. Envie de célébrer, envie de mortiférer, obscéniser, postumiser en permanence. Tout est bon pour enculer la Camarde. Les passereaux, j'en suis sûr maintenant, eux ils savent. L'églantine, plus de doute, elle sait. Elle a, depuis longtemps, tout compris. Aucune énigme ne les préoccupe, aucun mystère ne leur pèse. Et les passereaux y gazouillent, et l'églantine, elle fredonne. Et moi, et mes mots, ne savons rien. Descendrai-je dans le gouffre en hurlant ou muet? Je ne sais pas. Se dissoudront les 100 milliards de cellules de ma cervelle et rien, absolument rien, ne subsistera de tout ce que j'aurai thésaurisé. Les images et les mots,
et les sourires, les regards et les larmes et les caresses. À l'instant, ici et maintenant, je t'aime. Sur le pavé de ma cour, la nuit, cheminent deux crapauds, pataudement. On ne les voit jamais le jour, ils habitent où j'habite, la même planète. Je les regarde, émerveillé et attendri, discret et serein locataire de la nuit. Ils n'expriment aucune revendication et me laissent faire à leur place l'éloge des singulières créatures que nous sommes. L'univers avec ses galaxies, ses marguerites et ses coccinelles est inimaginablement plus insondable que l'anecdotique Dieu que les hommes ont bricolé en guise d'explication. Dans l'abîme du temps et de l'espace, nos mythologies ne sont que crottes de fourmis et nos bibles des BD de troisième zone. Elle n'avait jamais été nue devant un homme. Elle est belle, elle a 16 ans. Elle n'est pas à portée de geste, seulement de regard. L'homme ne la touchera pas. Il ne la regarde même pas vraiment. Ne lui demande rien, ne veut rien d'elle. Elle, debout, pendant une fraction de seconde, semble chercher le regard de l'homme. Il ferme un œil, vise, la fusille, elle est tzigane. Fil d'araignée tendu entre les étoiles, c'est là que tu évolues, saltimbanque de pacotille. Inconscient et vaniteux, tu tapes des pieds sur le plancher de ta chambre, sur le pavé de la cour, t'écriant « Voyez comme c'est solide tout ça ! Solide, solide, le sol sous mes pieds !» Mais c'est la solide réalité qui trompe et l'arachnéen cauchemar qui est vrai. Seule option, tomber, tomber, tomber. Tant de jours sans son odeur, et je me languis de la sentir. Vanille, jasmin, œillet, héliotrope, lavande, musc et menthe et myrrhe. Aucun parfum du monde ne me console de la senteur de sa peau, de ses muqueuses, et je me pencherai toujours plus près, mon visage dans sa capiteuse toison, et respirer, respirer profondément. Sur la colline, les deux familles vivaient ensemble côte à côte depuis des générations. Un jour d'avril, l'une des maisonnées fut décimée, le père, la mère, les grands-parents, les enfants, sauf les deux cadets qui survécurent, cachés.
le voisin raconte ce qui se passa ensuite. Le travail se faisait au gourdin, sur la tête. Pour le grand, dit-il, il m'a fallu 2 coups. Pour le petit, Claudiani, un seul coup a suffi. Elle est ma reine, ma fée, ma courtisane, ma sœur, ma sorcière, ma complice, ma confidente, ma rabroueuse, ma chipie, ma tentatrice, mon permanent péché mortel, ma rédemptrice, ma colombe, ma colombine, ma suceuse, ma geôlière, mon ange gardien, ma clandestine, ma levrette, ma miraculeuse, ma clitoridienne, ma coccinelle, ma cochonne, ma poule, ma chatte, ma voleuse de chevaux, ma branleuse, ma lécheuse, ma madone, ma mégère, ma pute, ma muse, ma gamine, ma mutine, ma badine, ma libertine, ma souriante, ma délicieuse, ma vaginale, ma jouisseuse, ma cajolante, ma fouteuse, ma céleste, mon infernale. Elle est mon plus bel amour de cette terre et des autres planètes. J'ai oublié de noter la page. C'est un extrait de La robe de nudité, édité aux éditions des Vanneaux. C'est des courts textes en prose. Quand, côte à côte, la femme et l'homme descendent vers la nuit, la caresse ultime est celle qui bénit et conjure, dissipe les alarmes, détourne les malheurs. Tu sais qu'un jour mes bras ne pourront plus te tenir chaude. Je sais qu'un jour ta peau ne pourra plus me protéger. Ce que nous avons en nous de soleil, nous voulons encore et encore l'échanger, alors que tapis alentour, l'horrible froidure ne cesse de guetter. L'autre, je ne trouve pas. Je vais vous lire un inédit. Je suis en train de travailler sur un recueil de micro-fiction. C'est des toutes petites récits, histoires, chaque fois sur une page. Et je lis d'abord Le timbalier de Salerne. Alcides Radaeli, musicien virtuose, était premier timbalier dans l'orchestre du Concertgebouw depuis plusieurs années. Première fois depuis la fondation de la fameuse institution amsterdamoise qu'un Italien, timpaniste di Salerno, occupait ce pupitre. Un soir, en pleine exécution de Also sprach Zarathustra, Alcides Radaeli reçut un message de sa fiancée, SMS de rupture brutale, ordurier et sans appel. Le timbalier s'effondra sur sa chaise, ferma la partition, ferma les yeux, puis après quelques instants, quitta la scène, quitta la Hollande, quitta l'Europe, quitta la musique, bateau pour Québec, train pour Vancouver,
où il se réfugia dans une mansarde avec vue sur un mur en briques brunes. Der Paukenschläger ist untergetaucht. Sur la petite table en formica noire de son coin cuisine, avec le dos de 2 cuillères en fer blanc, à longueur de journée, il tapait des messages de Morse à l'intention du ciel autant que de la fille. Au cours des années, en texte, cela aurait fait un livre de plusieurs centaines de pages. Dans le formica de la table, milliers de petites blessures. Le locataire suivant de la mansarde, après l'expulsion de Radaeli, se débarrassa aussitôt du petit meuble abîmé et mit à la place une jolie table en sapin, 18 $ dans une brocante. Et un deuxième qui s'appelle Giallo Veneziano, roman policier vénitien. Petit canif à manche nacrée, long d'un demi-doigt, c'est dans un cauchemar de Kafka, dont on sait qu'il n'est jamais allé au théâtre de la Fenice, ni seul ni avec sa femme, puisqu'il n'avait pas de femme. Rodrigo Santelli pensait que Kafka n'était jamais allé à Venise. Il se trompe. Kafka était allé à Venise en 1914, mais on sait qu'il n'est pas allé au théâtre de la Fenice. Son cauchemar avec le petit canif à manches nacrées n'a donc pas eu comme théâtre la Fenice, à moins que le théâtre du cauchemar n'ait été une Fenice fantasmée, comme était fantasmée la femme qu'il appelait ma femme. Rodrigo, dans sa fausse hypothèse que Kafka n'était jamais allé à Venise, avait parlé d'une Venise fantasmée, ce qui peut paraître bien plausible puisque fantasmer Venise, vu toutes les images dont Kafka pouvait disposer, et fussent-elles en noir et blanc, fantasmer Venise pour Kafka n'avait donc rien d'insurmontable. Rodrigo Santelli publia une première fois son essai, une trentaine de pages, sur le cauchemar L'incubo del temporino, chez Rombi, à Palerme, en 1934. Puis une version remaniée en 1965 chez Mondadori, avec une préface d'Italo Calvino. Le petit canif à manches nacrées devait, selon lui, servir à pénétrer entre les côtes du dangereux rival de Kafka, essayer d'atteindre le cœur, percer le cœur, faire éclater le cœur, et ainsi Franz, canif à la main, se serait légitimement emparé de la femme assise à côté de lui dans la loge à la Fenice. Voilà ce que ça donne quand j'essaie de raconter. Un autre travail en cours, donc ce soir je vous lis surtout des inédits. C'est aussi pour ne pas m'ennuyer moi-même, parce que tant d'autres je les ai lus tant de fois. Et donc là, c'est un extrait d'un livre qui pour le moment s'appelle Inévitable bifurcation, mais c'est en fait la suite de Mes murmures du monde, dont il y a déjà plusieurs volumes. Celui-ci a ceci de particulier que les textes sont calibrés chaque fois sur une page.
Donc comme les contes précédents, j'aime bien la contrainte formelle. Alors le chapitre 54. Dans ma sacoche, j'ai amené les Collected Poems de Carver à l'autre bout du monde, avec l'idée que c'était lui et personne d'autre qui devait me protéger. Il y a sans cesse tant de dangers et de menaces, et je n'arrête de trembler. Je n'y crois pas vraiment que je vais m'en tirer. De jour en jour, je n'y crois pas, et de jour en jour, je m'en tire. C'est miraculeux. Et je fredonne d'euphoriques refrains, une bribe mozartienne, ou une petite phrase de la 3e symphonie de Brahms. Je fais ça depuis plus de 50 ans. Et pendant que je me tue à fumer, je lis les poèmes de Carver avec un ravissement sans pareil. C'est si loin de Pétrarque et de Hölderlin. Et c'est tant mieux. C'est du parlando, du sottovoce, un banal chuchotement. Et chaque dernier vers pourrait être la fin de tous les poèmes. Qu'importe. Ce que j'écris, ce sont limite des pastiches carvériens. Ou c'est peut-être plutôt l'inverse, puisqu'il écrit lui, comme moi. Disons comme ça. Combien il aime écouter la musique classique, and all such stuff. Brahms, Rachmaninoff, Bartók, Telemann. I'm still at the very beginning of this book. Et il me semble que je le lis depuis plus de 50 ans. Je le lis comme s'il vivait. Je le lis comme s'il n'était pas mort. Je le lis comme si je vivais. Comme si je continuais à vivre après sa mort. Après ma mort. Tous ces syntagmes, ce sont autant de vengeance. Je suis à la fois euphorique et épuisé, et tout le temps, je rêve d'elle, la lointaine. Je rêve d'elle désireusement. Such a longing. Longing whose ultimate aim is penetration. Yes. Dans toi demeurer. La possibilité existe que nous ne nous voyions plus, que nous ne soyons plus jamais ensemble, que la mort subrepticement s'en mêle. Et je suis très mélancolique de penser ça, comme ça, de penser à l'infinie beauté de toute chose, de me remémorer ta beauté ravageuse, la douce douceur de ta nudité, le trouble vertigineux de ton ventre qui m'accueillerait. Dans ma paumerie, ici personne d'autre pour m'épauler que Carver. Il me parle de ses lectures de Balzac et de Flaubert, qui bande grave devant son bureau pendant qu'il décrit une scène d'embrassement, sans être explicite sur la pénétration. Il me parle tendrement de Machado. I took your book to bed with me and slept with it near my head. Il ne s'aperçut que j'avais les larmes aux yeux. Je lui dis, je viens de faire pareil avec ton livre à toi. Un autre recueil que je suis en train d'écrire, je vais aussi vous lire quelques petits extraits de Bonnefeuille. Ce livre va s'appeler « Fragments du journal intime de Dieu ». C'est en fait Dieu l'auteur de ce livre. Les fragments sont numérotés, mais vous allez le voir, les numéros ne se suivent pas parce que pour Dieu, l'arithmétique n'a aucun sens. Il met des chiffres, mais il n'y a pas de chronologie. Bon, je donne chaque fois les chiffres qu'il a mis.
Fragment 5633. Quand il s'agissait de façonner le sexe d'Adam, je n'ai pas longtemps réfléchi. Suffisait que ça soit fonctionnel et efficace, mais je n'avais aucun souci esthétique. Quant à l'élaboration de la vulve, ça m'a coûté. J'ai fait 1000 esquisses et brouillons pour arriver finalement à ce chef-d'œuvre de raffinement. Et ça me plaît qu'il y ait à cet endroit-là cet accord exquis entre beauté et jouissance. Fragment 3221. Un certain Froibart ou Bossard ou Bobard, enfin, je ne sais plus, a publié un livre dans lequel, sur 200 pages, il prétend m'avoir rencontré. Dieu existe, je l'ai rencontré. Je dois dire que, personnellement, je n'en garde aucun souvenir. Par contre, Oksana, cette vieille paysanne ouzbek qui vendait pendant 40 ans des pastèques dans le souk de Samarcande, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle me tutoyait avec une désinvolture qui me donnait chaud au cœur. Elle avait failli me réconcilier avec le genre humain. Fragment 7190. Je ne dirai jamais ça à haute voix, mais n'en pense par moi, pas moins. Il en est parmi les lecteurs de mes livres que je mets très loin au-dessus de la moyenne. Ainsi, Henri De Luca, j'apprécie son flair pour l'essentiel, sa minutie philologique et son sens tout agnostique du sacré. Finesse de l'écriture avec ses épaisses mains de maçon et d'alpiniste, et j'avoue qu'il m'en apprend. Fragment 1019. Le déluge comme idée, ce n'était pas fameux. C'était même dégoûtant. Toute cette flotte, toute cette boue, tous ces cadavres, c'était épouvantable. Pendant de longs jours encore, alors que les hérissons, les zèbres, les cochons, les chimpanzés, les humains, les antilopes, les belettes, etc., avaient depuis longtemps péri, noyés, pendant de longs jours encore, on voyait volter désespérément les papillons, les hirondelles, les cigognes et les cygnes, les grues cendrées, les abeilles, les hannetons, les coccinelles, etc. C'était poignant et sans issue, un massacre biblique s'il en fut. J'ai toujours eu un faible pour mon hanneton. J'ai dû voir des centaines de milliers de hannetons à bout d'épuisement tomber finalement dans les flots. C'était un cauchemar. Plus tard, Albert Schweitzer a philosophé sur la dignité des animaux et sur leur innocence. Fragment 4998. C'est toujours Dieu qui parle. Leur obsession de la virginité m'a toujours intrigué. Et même, je dois dire, de temps en temps, elle m'énerve un peu. Tant il y a là-dedans un emmêlement passablement malsain de physiologie approximative, de sexologie apocryphe et de mythologie de pacotille.
afin de faire naître le Nazaréen d'une vierge, ils ont grossièrement faussé 2 versets du 7e chapitre de mon très ancien livre Isaïe, où je raconte les démêlés du prophète avec le roi Akaz. Et une prophétie tout à fait ponctuelle qu'Isaïe fait à son roi devient par manipulation et par le truchement de l'ange Gabriel, encore lui, une prophétie valable tant de siècles plus tard pour la conception de Jésus dans le 1er chapitre du livre de Matthieu, versets 22 et 23. Et ce n'est pas fini. Traduisant le vers d'Isaïe, ils commettent une grossière faute puisque le mot « jeune femme » du texte hébreu devient en grec, et plus tard en latin, le mot « vierge ». Un écolier en première année de langues anciennes serait vertement réprimandé pour une telle erreur et désinvolture. Pas les docteurs, qui, génération après génération, répètent cette ânerie en échafaudant leur savante doctrine virginale. Fragment 1219. Abraham obtempéra aussitôt, sans hésiter. Ne demanda pas le moindre délai de réflexion. J'en fus abasourdi. Ne m'étais pas vraiment attendu à ça, pensant qu'il fallait sans doute user de séduction, de persuasion, de menaces, mais non. Ce que je lui demandais était quand même inouï. Qu'il égorge et immole par le feu son jeune fils Isaac, pour mon plaisir, sans autre contrepartie que mon contentement. Et les voilà qui cheminent, quittant le campement, loin de la famille, vers le lieu du sacrifice. Le père porte la braise et le couteau, et le fils le faisceau de bois. Il chemine en silence. L'homme regarde fixement devant lui, l'enfant regarde par terre pour ne pas trébucher avec son paquet de bûches. Comme finalement, ils s'approchèrent de l'endroit où se trouvait l'autel en pierre, le garçon soudain dit « Papa, nous avons la braise, le couteau et le bois, mais nous n'avons pas la bête à immoler. » Abraham ne dit rien. Au pied de l'autel, il dépose le bois sur l'aire du feu, puis déshabille le garçon et le place sur le bois. Et d'une main, il immobilise la jolie tête bouclée de son fils, et de l'autre, bras levé, amorce le geste de l'égorgement, quand soudain, juste avant que le couteau ne s'ébatte, un ange interrompt l'élan et le couteau tombe par terre. Et je sus que ce Abraham serait le patriarche idéal de tous ceux qui au cours des siècles seraient mes fidèles. Cet homme hautement vénéré par sa tribu, je l'avais brisé. Je l'avais entièrement soumis à ma volonté. Par son obéissance aveugle et inconditionnelle, il serait le modèle parfait pour les fidèles. Et il me plaît que l'on se soumette à ma voix sans poser des questions. Et au fil de mon histoire avec la tribu d'Abraham,
Je leur appris à persécuter et massacrer tous ceux qui ne se soumettaient pas. Car je suis le Seigneur, celui qui saigne. Isaac, plus tard, n'a plus jamais parlé avec son père de ce qu'il avait ressenti couché sur l'autel, s'attendant à ce que, d'un moment à l'autre, le couteau le transperce. Pour terminer un peu plus en légèreté, je vous lis quelques extraits de mon livre « Les repentirs de Frobert-Gère ». Ce sont des quatrains sur des personnages du monde des arts, écrivains, musiciens, peintres, etc. que j'aime et que j'ai essayé d'attraper en 4 fois 8 syllabes, c'est-à-dire en 32 syllabes. Quelques-uns, vous allez les reconnaître, et je crois même la plupart. Jean de la Bruyère. Sa perruque, il ne la met que pour nous éconduire un peu. Dans la vie, il va d'un bon pas, et quand il pleut, il dit « il pleut ». Spinoza. Les voisins n'y comprennent rien. L'étrange tailleur de lentilles prépare lui-même ses soupes. Et la nuit, il paraît qu'il écrit. Giordano Bruno. Enfermé au cachot des anges, il reste au noir pendant 7 ans, tout seul, sans plume et sans papier. Et les anges ferment les yeux. Giotto. Il s'arrête devant une fleur, ne l'accueille pas, la regarde. Quelques jours plus tard, il la met sur le mur de San Francesco. Marin Marais. En hiver, quand il fait très froid, il revêt 3 robes de chambre. Avant de se mettre à jouer, il parle à son instrument. Botticelli. En ce siècle-là, on n'avait jamais vu la femme nue. Un jour, il la déshabille et en fait une déesse. Brahms transcrit la chaconne de Bach pour une seule main, la gauche. L'envoie à Clara, à qui d'autre? Elle ne répond pas, elle joue. Tchekhov, on l'appelle en pleine nuit,
Il ne dort pas encore, écrit. Il sauve la vie d'un gamin qui ne lira jamais ses livres. Rilke fréquente les femmes et les anges, pénètre au fond des énigmes, chante les érections d'Orphée. La rose a raison de lui. Héloïse, pendant les psaumes et les épîtres, sous les basses voûtes gothiques, la moniale distraite pense aux testicules de l'amant. Jésus de Nazareth. Il a, dit-on, marché sur l'eau, puis ils le font monter au ciel. Il a marché parmi les hommes et ne savait pas qu'il était Dieu. Le roi David. La voir au bain le fait bander. Au mari, il coupe la bite pour mettre la sienne à la place et chante ses sublimes psaumes. Et pour terminer, Montaigne. Assis dans son fauteuil, il voit ses 1000 livres sur 5 planches. Pendant 30 ans, il écrit un livre qui en vaut 1000. Merci.